Génération technologique numéro 18. Salut à tous, salut Pierrick. Salut Benjamin. Ah oui, l'année passe vite, touche quasiment à sa fin. Oui, tu veux dire l'année fiscale ou, voilà, ou la saison. La saison, comme on disait. Voilà, la saison touche à sa fin, c'est vrai. Le dernier GenTech de la saison, on se retrouvera bien sûr en septembre avec notamment le grand rendez-vous qui est l'IFA. Mais d'ici là, on va parler une nouvelle fois de tablettes parce qu'on est chez Toshiba, Benjamin. Et oui, Toshiba, géant japonais, alors qui nous reçoit aujourd'hui. Et c'est vous qui nous accueillez, Florent Lafarge, bonjour. Bonjour, effectivement, on vous accueille chez Toshiba, à cette rue Ampère à Puteaux. Donc on a passé le périphérique. Bon, ça nous est déjà arrivé, mais voilà. Il y avait une petite blague selon laquelle on allait faire tous les arrondissements de Paris avant les grandes vacances. Bon, merci Florent, grâce à vous, on n'y arrivera pas. Non, on est très content d'être là. On va parler évidemment avec vous de l'actu de Toshiba. Alors, il y a une actu interne, on va en parler dans quelques instants, mais il y a surtout des produits qui vont arriver, notamment cette tablette que vous avez devant vous, qui fait beaucoup de bruit déjà, qui succède, on va dire, à la Folio 100 qui a été votre galop d'essai. On va en parler dans quelques instants. Et puis, Florent, parce que vous êtes à la tête du marketing, produit d'une nouvelle division qui s'appelle DS, je crois, chez Toshiba. Effectivement, une nouvelle division. Il y a un mois, Toshiba a décidé de fusionner ces deux divisions PC et télé. En fait, né de la convergence que l'on avait déjà entamée en 2006, mais pas réellement au niveau des divisions, mais au niveau des produits. C'était avec l'arrivée des Cosmio, sur lequel on avait intégré un tuner TNT. À l'époque, c'était un peu la révolution sur un PC. Et bien maintenant, on fusionne les deux divisions, à la fois au niveau du R&D, au niveau sales, au niveau marketing. Donc deux divisions. Il faut savoir qu'avant, il y avait en fait deux Toshiba. On ne le savait pas, c'était transparent pour l'utilisateur, mais il y avait le Toshiba informatique et le Toshiba télé pour simplifier. Oui, effectivement, il y avait deux univers complètement différents, avec des process complètement à part, des unités de production aussi complètement différentes. Donc là, on est en train de réorganiser tout ça. Pas de panique. Tout se passera bien pour nos clients, bien entendu, et notre process de production et d'innovation va continuer, et bien entendu, encore plus que d'habitude. Alors, on va évidemment parler majoritairement avec vous des tablettes, de celles-ci en particulier, des portables qui sont autour de nous, et puis on dira peut-être quand même, allez, un petit mot de la télé avant de se quitter, même si on voulait vraiment se concentrer sur la partie informatique aujourd'hui. Merci de nous accueillir ici, Florent. Vous connaissez les deux Gugus qui sont avec nous, donc Pierrick. Gugus 1, oui, c'est moi. Qui a accepté de revenir de Los Angeles. Ouais, j'ai eu du mal, c'était bien. Voilà, pour le 3, on va revenir effectivement sur le grand salon du jeu vidéo qui s'est terminé maintenant quelques jours à Los Angeles avec pas mal d'actu. J'ai ramené quelques petites interviews, on verra ça tout à l'heure. Ouais, il était question de nouvelles consoles et évidemment de beaucoup de jeux, donc on a hâte de voir tes images et d'entendre tout ce que tu vas nous raconter. Et puis Philippe, salut Philippe. Salut Benjamin. Toi, tu as fait un petit tour du côté de la porte de Brandebourg. C'est ça, moi j'ai le Gugus 2, j'ai pas été aussi loin, c'est ça exactement, 3 mois avant l'IFA, puisque j'ai eu la chance d'être à Berlin la semaine dernière. Voilà, avec AMD qui nous a présenté effectivement une nouvelle plateforme. Je vous en parlerai dans un instant. Donc on va parler puissance et processeur. Voilà. Exactement. On se retrouve dans quelques secondes pour le début de ce GenTech numéro 18 ici à Puteaux chez Toshiba. Voilà donc ici à Puteaux chez Toshiba avec Florent Lafarge, le directeur du marketing de cette grande division donc, qui réunit à la fois l'informatique, les ordinateurs et les télés. Florent, on va commencer par cette tablette, deuxième tablette Toshiba. Et oui, deuxième tablette. Souvenez-vous, on a lancé au mois de septembre de l'année dernière pendant l'IFA. Vous allez en parler tout à l'heure. On l'avait vu à l'IFA d'ailleurs, la précédente. Le Folio 100, effectivement. Et on arrive maintenant avec une deuxième mouture de nos tablettes, donc le Toshiba AT100 pour l'Europe. Ça c'est une info déjà. Elle a un nom. Parce que j'en ai vu plusieurs sur Internet, et notamment sur technologique.fr. Exactement, effectivement. Donc c'est un peu... on a caché le nom pendant pas mal de temps. Les États-Unis ont sorti leur tablette le mois dernier, je crois, ou ce mois-ci, sous le nom de, je vais le prononcer, Threads 100, 100, on va dire en anglais, qui effectivement est un nom un peu compliqué à utiliser pour l'Europe. Donc on va prendre AT100
ce sera beaucoup plus simple pour nous. J'avais vu Rexa à un moment, ça va pas être utilisé pour la tablette. On ne sait pas encore, c'est en discussion. Alors, plus rien à voir avec le Folio 100, c'est pas une V2, c'est un modèle totalement différent, hein, Florent. Non, effectivement, on a beaucoup fait évoluer la tablette, on a beaucoup appris déjà, ça nous a permis d'avoir 6 mois de retour d'expérience de nos clients pour avoir un produit complètement fini. Particularité... C'était pas le cas de la Folio 100 ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a appris beaucoup de choses, on a eu des retours d'expérience, on avait, en termes d'ergonomie, c'est la première tablette qu'on a commercialisée, donc on a appris pas mal de choses, comment les personnes l'utilisaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient en faire. Vous aviez été les premiers à sortir un concurrent à l'iPad, hein, quand même, hein. Dans la chronologie. Dans la chronologie, oui, tout à fait. Au mois d'octobre dernier, on était pas tout ça, avec Arcos aussi, il faut le reconnaître. Avec Arcos, c'est vrai. Mais sous Android, effectivement, on était les premiers. Là, quand même, dès la première seconde, on voit que c'est un produit, une tablette qui n'a plus rien à voir avec le Folio 100. Non, plus rien à voir. Première chose, on est sous une base d'Android 3, donc qui permet d'avoir accès au fameux Android Market et ses milliers d'applications. En plus de cela, on a développé une marketplace 100% Toshiba sur laquelle on va offrir à la fois des applications dédiées à la tablette, mais aussi sur des livres et aussi sur la vidéo et de la musique. Donc concrètement, un App Store Toshiba, oui, tout à fait, que vous proposez avec une plus de l'App Store d'Android. Une sélection très particulière de contenu qui permet à l'utilisateur d'avoir un favori, on va dire, sur sa tablette. Autre particularité, c'est le traitement de l'image. On va utiliser ce fameux Résolution Plus qui a existé en son temps sur les Cosmio très très haut de gamme, qui ensuite a été intégré sur les télévisions et qui maintenant on va retrouver ça sur nos tablettes, qui est un traitement de l'image qui permet d'avoir une netteté des couleurs et une profondeur des noirs qui n'a pas d'égal sur le marché, donc un traitement amélioré sur la partie vidéo et photo. Oui, Florent, je disais pas mal de retours justement des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient en plus et qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur Folio 100 ? Alors, le premier des retours, c'est que la tablette devait être personnelle. Donc, on a tous soit des coques noires ou grises en fonction des marques. On a, désolé pour les stickers, c'est un sample. C'est pas grave. On a décidé justement de faire une coque amovible où l'utilisateur pourra par la suite avoir, mais non pas une surcoque. J'avais pas vu que tu cachais des coques dans ton dos. En fait, plutôt que d'avoir une surcoque protectrice donc qui épaissit et alourdit la machine, on enlève cette coque-là, c'est fait par l'utilisateur, et on en met une autre. Alors là, je vous ai apporté quelques couleurs. C'est sympa ça. Du rose, du noir on l'a déjà vu, du rose, du vert, du bleu, du gris. C'est antidérapant ? C'est antidérapant, effectivement. C'est une matière un peu qu'on appelle soft gum, qui permet d'être assez robuste. Bon, c'est très simple. Hein. Hop, vous avez ici un petit loquet. Là, je l'ai fermé. On ouvre. Immédiatement, on a accès, pour enlever la coque. Et ça me permet d'arriver à... Oui, j'ai une question. En voyant ça, j'ai une question tout de suite. Oui, bien sûr. La batterie, elle est interchangeable. Bien entendu. À ma connaissance, c'est la seule tablette. Je vais le faire à chaud. Hein, mais il ne faut pas le faire à chaud. C'est pas grave. C'est pour celui-là, on pourra le besoin. Après, hein. Non, faut pas. À ma connaissance, Florent, c'est la seule tablette sur le marché dont la tablette est interchangeable comme ça. Vous avez accès à la batterie par l'utilisateur. Hein. Vous avez vu, j'ai pas fait de manipulation particulière. Comme sur un téléphone portable. Exactement, pareil. Et hop, on la remet, on referme, et voilà. Là aussi, pour reprendre la question de Pierrick, demande des clients. Une grosse demande, à la fois pour le futur, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les batteries ont des cycles de charge et des charges qui sont pas définis, mais qui sont limités. Bon, c'est immense. Mais ça arrive, donc c'est pouvoir la changer et puis bien entendu étendre sa batterie si jamais on n'a pas du tout de prise autour de soi. Elle redémarre même quand on la remet. Hein, oui, c'est vrai. Je l'ai fait même à chaud, ça fonctionne. Donc, on parle de la batterie, de quelle autonomie ? On va être un peu moins d'une journée, enfin c'est 8 heures en général, c'est largement suffisant à l'heure actuelle. Dans une tablette où on est sur la route ou en déplacement, on se connecte immédiatement. Moi, la deuxième chose qui me frappe par rapport au Folio 100, c'est d'abord c'est la qualité de l'image et de l'écran. Effectivement. On peut dire que c'est même le jour et la nuit, pas faire offense à la Folio 100, mais là c'est vraiment un saut qualitatif considérable. Et puis
l'impression de rigidité d'ensemble de la tablette, enfin de solidité pour être plus précis. Là aussi, c'est un point sur lequel vous avez... C'est un point sur lequel elle a un côté baroudeur et le dos rainuré comme ça et donne une impression de solidité en tout cas. Exactement. Dans les retours d'expérience aussi, c'est pareil, hein, on avait... J'aime bien pour l'ouvrir là, le petit rond. Le petit rond, ça te plaît? Le petit rond, ça me plaît. Attends, je vais l'éteindre pour le faire. Bon, mais ça, c'est propre à vous parce que sur les autres tablettes Android, c'était plutôt ça se glissait. Hein, c'est ça. Après, ça se règle. Paramétrable. Effectivement, c'est les UI qui sont un peu différentes. Est-ce qu'il y a une surcouche Toshiba ou c'est de l'Android pur sucre? C'est de l'Android 3. Ouais. On y a ajouté effectivement notre Toshiba Place, qui sont uniquement des applicatifs qu'on a intégrés en standard. Mais il n'y a pas de retravail de l'interface utilisateur. C'est bien. Hein, merci. À part, non, c'est une interface classique. Donc, écran 10,1 pouces 10,1 pouces en 16 neuvième. Bien entendu, on a toujours le capteur 3D. Avec un angle de vision vraiment maximal. Hein. Il faut vraiment être de profil et donc ne plus voir du tout l'écran. Caméra, là, je le vois. Ouais, on le voit encore. Hein. Là, un peu moins, mais là, quand même, j'arrive même à voir l'heure. Hein. Ça, c'est lié à quoi? Il y a une technologie type IPS ou c'est ce dont tu parlais? C'est vraiment le traitement de l'image résolution plus. Alors voilà, on t'a interrompu dans le résolution plus. Alors qu'est-ce que c'est C'est un traitement à part. Alors vraiment, au départ, il fallait avoir une puissance processeur et graphique assez évoluée pour faire ce traitement de l'image. On avait lancé ça avec Cosmio Engine, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les PC très très haut de gamme de l'univers, qu'on a ensuite intégré sur les télévisions, pareil, alors ce qui permet d'accroître la profondeur des couleurs, des noirs, des blancs, et avoir une visibilité qui soit excellente. Alors, pendant que Benjamin fait joujou, on voit que parmi... il fait aussi caméra, il y a aussi une caméra qui est intégrée. Il y a effectivement deux caméras. C'est un passage obligé maintenant. Ça fait partie effectivement des critères nécessaires. On a deux caméras, une face avant, une face arrière. La face arrière est en 5 mégapixels, celle de devant est en VGA classique, je crois. Qui permettent de pouvoir prendre des photos, des films directement avec sa tablette. Est-ce qu'il y a des ports ou des caractéristiques qui la rendent aussi très évolutive? particulière? Effectivement. Alors on a, tu vois ici, la petite trappe. Un port USB. Un port USB et un deuxième port USB, un mini port USB, et ensuite un troisième port comme assez pratique, le port HDMI pour connecter tout ça sur une télévision HDMI. Qui maintenant... Toutes les télés, pas seulement les Toshiba. Non, très sympa pour les autres. C'est sympa. Toutes les télés qui ont port. En attendant qu'on achète une télé Toshiba, si on a une télé d'une autre marque. Voilà, effectivement, la dernière Sevo par exemple, Toshiba. On va en parler. On en parlera tout à l'heure. Alors, cette AT100 qu'on avait vue sous le manteau au CES à Las Vegas. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Souviens-toi. Ah oui, c'était vraiment sous le manteau. Hein. Voilà. Il n'était pas encore officiel du tout. Elle arrive quand en France et à quel prix? Le prix, pour l'instant, n'est pas encore décidé. Elle arrivera au courant de l'été. On va attendre de bien stabiliser tout ce qui est image. Aussi pareil, retour d'expérience de la Folio 100. Pour avoir une expérience utilisateur qui soit vraiment excellente. Mais alors, quelle est la bonne stratégie prix aujourd'hui? Parce que entre Arcos qui a sorti donc une marque low cost et puis l'Optimus 3D de LG qui a 800 €, à quel niveau de prix est-ce qu'il faut être aujourd'hui pour avoir une chance sur le marché des tablettes face à l'iPad 2? Alors, quand on regarde le positionnement de tous les... Nous, ce qui s'est passé l'année dernière avec le Folio 100, on était positionné à 399 €. On est donc un petit peu en dessous d'Apple, parce que c'est un peu le leader. Ça s'est bien passé, effectivement. Après, ils sont arrivés là dernièrement, donc un peu tout le monde. On a surtout eu Acer qui a fait une grosse campagne de publicité qui, pareil, avait un produit à 499 €. Pareil, Asus. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a un prix qui fonctionne par rapport à d'autres. Il y a des produits avec une qualité certaine qui sont très élevées, d'autres beaucoup moins. Est-ce qu'il faut être moins cher que l'iPad 2 pour avoir une chance? La preuve que non, puisque l'année dernière, ça s'est bien passé. Là aussi, pareil, on vend encore le marché... Et vous étiez moins cher que l'iPad 2 avec le Folio 100? Oui, mais très rapidement, on s'est fait rattraper par l'iPad 1. Je ne sais pas si tu te souviens.
389 €. Quand l'iPad 2 est sorti, ça a été d'assez courte durée. Oh oui, bah quand même. Ouais. Quand même. Donc voilà, il n'y a pas. On vend ça se vend aussi au même prix. Les spécificités sont aussi différentes. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les utilisateurs maintenant commencent un peu à comprendre et à s'approprier les tablettes. On le voit d'ailleurs sur les linéaires de la grande distribution. Il y a beaucoup de monde autour de toutes les tablettes. Effectivement, il y a un intérêt grandissant pour toutes ces technos. On est face à un produit plutôt grand public ou qui peut avoir une utilisation aussi professionnelle? Alors, on va le positionner grand public. Les professionnels sont très intéressés par les tablettes d'une manière générale. Pour l'instant, ils sont en train de regarder comment on intègre ça sur un réseau d'entreprise, comment on le verticalise avec une solution particulière. Donc tout ça doit s'intégrer dans un métier. Donc il y a beaucoup de projets qui circulent, mais que ce soit Android ou autre. Oui, juste une question, Florent. Au-delà du prix, vous allez lancer donc une tablette Android, donc vous allez vous retrouver au cœur du marché avec de nombreux concurrents. Quel sera plutôt d'après toi vraiment l'argument essentiel qui pourra faire pencher le consommateur vers la tablette Toshiba? Est-ce qu'il y en a un vraiment phare? J'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, déjà, c'est la qualité de l'écran, le fait d'avoir une coque amovible et l'accès à la batterie pour pouvoir la changer. Donc, ce sont trois avantages qu'on n'a pas ailleurs, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et qui sont vraiment des critères différenciants sur l'univers de la tablette. Et en tout cas, appréciés de nos clients. Je posais une question sur la stratégie prix, mais il y a aussi une stratégie autour de la connectivité des tablettes. Il y a deux hypothèses. Soit on privilégie le prix en offrant qu'une tablette Wi-Fi, ou alors on offre une tablette connectée, donc qui va être compatible avec la 3G, voire la 4G bientôt, mais ce qui rend aussi les tablettes plus chères, mais ce qui permet aussi de les faire subventionner. Alors là aussi, c'est quoi la recette magique à votre avis? Pour moi, j'ai pas de recette magique. Nous, chez Toshiba, pour l'instant, on estime que la tablette Wi-Fi, que la tablette en Wi-Fi est la solution idéale. Pourquoi? Pour de multiples raisons. La première, c'est que utiliser de la 3G, effectivement, c'est pratique, mais lorsqu'on est dans un endroit, on va dire qu'il est déjà, dans la majorité des cas, couvert en Wi-Fi. Donc en fait, on pourrait très bien se connecter en Wi-Fi. Et le réseau Wi-Fi étant quand même largement supérieur à celui de la 3G, en tout cas lorsqu'on veut accéder à du contenu multimédia, on va dire, on ne croit pas encore trop à la 3G, en tout cas aujourd'hui, tel qu'il est. C'est pour ça qu'on commercialise qu'une tablette Wi-Fi. Donc cette AT100 sera uniquement Wi-Fi, en tout cas en France. Et donc, alors, en tout cas en France, oui. Alors on n'a pas le prix, mais au moins une date de sortie? Date de sortie courant de l'été, on va retrouver, je pense, ça vers fin août, quelque chose comme ça. Ok, merci beaucoup Florent. On va se tourner vers Philippe. Alors on va continuer à parler puissance avec donc Philippe qui revient tout juste de Berlin. Philippe, tu as fait un petit saut en Allemagne. J'ai fait un saut en Allemagne la semaine dernière. Alors pour suivre l'actu de AMD, alors qu'est-ce qui s'est passé à Berlin? Exactement. Alors AMD a présenté, AMD pour ceux qui le savent, c'est l'autre grand constructeur fabricant de microprocesseurs, concurrent d'Intel. Donc il a présenté en avant-première, parce que c'était un lancement européen, devant une centaine de journalistes, et les partenaires également étaient présents. Donc une nouvelle plateforme qui s'appelle Vision. Donc c'est une nouvelle génération de microprocesseurs qui est unique en son genre, parce que seul AMD pour l'instant possède cette technologie, et qui est un produit qui combine à la fois un CPU, un microprocesseur d'ordinateur, et un GPU, donc un processeur graphique. En 2 en 1. C'est ça, exactement. Un peu comme les lessives. 2 en 1. Avec l'assouplissant. C'est ça, c'est un peu ça. C'est quoi l'intérêt les gros avantages. C'est quoi l'intérêt de cette nouvelle génération, d'abord, est avant tout dédiée aux ordinateurs portables. Donc pour les notebooks, netbooks. Ça intéresse Laurence. Donc évidemment, tout à fait. D'ailleurs, il était au courant, je pense. Il était au courant. On devait sûrement être présent, je pense. Je le confirme. Personnellement, mais il y avait des produits Toshiba en démonstration, qui étaient présents. Il y a 3 avantages principaux qu'il faut retenir. Je ne veux pas résumer évidemment tout l'argumentaire marketing du constructeur, mais en clair, c'est la vidéo haute définition, qui effectivement est de très belle qualité, est assez exceptionnelle, très fluide, performant. Ce qui existe ailleurs. C'est difficile à dire pour le moment, puisque les démonstrations qui n'ont été faites étaient par thème. Donc il y avait une partie dédiée au multimédia, l'autre à la vidéo, aux jeux. Ensuite, il y a les jeux justement en 3D. Alors là, on a eu le droit à des démonstrations, effectivement, c'est très fluide.
c'est très propre. Ça, là-dessus, on a pu le constater. Deuxième grand avantage, c'est le multitâche. Effectivement, le processeur est très puissant. On n'a pas encore d'ailleurs tous les détails techniques sur les fréquences, mais sur les démonstrations qu'on a pu avoir, ça paraît effectivement être de très bonne qualité également. Et puis le dernier point, c'est l'autonomie. Alors là, le constructeur AMD a beaucoup insisté là-dessus. On a eu aussi des résultats faits en laboratoire qui nous ont été effectivement dévoilés, montrés, indépendants, ce qu'ils nous ont souligné. Bref, ils annoncent 11 heures d'autonomie avec ce processeur, avec une utilisation sur un notebook, exactement. Voilà, une utilisation bureautique classique, ce qui est beaucoup, parce que traditionnellement, c'est plutôt la journée, 8 heures. Et là on passe à 11. Donc voilà, donc ça c'est les gros avantages. Et alors j'ai toujours pas compris l'intérêt d'avoir les deux les deux composants ensemble plutôt que séparément. Ah bah il y a beaucoup d'avantages, entre autres parmi ceux que je viens de citer. Bah, c'est l'intégration sur les. Il y a moins d'aller-retour entre les deux, c'est ça? C'est comme toi avec le pastis, ça consomme moins. D'accord. D'accord. Non, il communique plus vite, c'est ça? Voilà, exactement, tout à fait. Déjà pour commencer. Ensuite, il y a une meilleure intégration sur les cartes mères des notebooks. Ils chauffent moins, ils consomment moins d'énergie. Voilà, donc d'où une plus grande autonomie. Et ça combine à la fois sur le même circuit la puissance de calcul pour le processeur et la carte graphique. Et alors, quelle a été la réponse des fabricants de portables qui a signé en gros pour Vision? Tous, ils étaient tous présents, puisque tous les grandes marques avaient en démonstration. De Toshiba. Absolument, il y avait bien sûr, il y avait Asus, Lenovo, HP, Dell, les grandes marques américaines, asiatiques étaient là aussi, MSI. Sony aussi. Donc non, il n'en manquait pas un seul. Tous les constructeurs ont décidé d'intégrer cette nouvelle puce donc, qui s'appelle APU, AMD. Mais juste pour comprendre, tu dis que toutes les grandes marques étaient là. Ça veut dire que du jour au lendemain, les processeurs Intel vont laisser la place aux processeurs AMD. Comment ça se passe chez vous? Non. Alors, c'est un savant mélange. Pas de favoritisme. Je pense qu'effectivement on utilise les capacités, les performances des uns et des autres, enfin des deux fondeurs. Là effectivement AMD nous propose une proposition de valeur dans l'univers du multimédia assez intéressante. C'est pour ça qu'on va utiliser cette techno pour la rentrée très clairement, oui, tout à fait. C'est un processeur dédié au haut de gamme ou au contraire Alors il y aura 3 versions. Je voulais pas rentrer dans le détail, mais puisque tu poses la question, il y aura 3 versions. Il y aura un modèle qui sera un modèle, on va dire, entrée de gamme, même si on va commencer déjà sur un processeur de très bon niveau, qui va s'appeler A4. Ça, ce sera pour les besoins quotidiens, pour la bureautique traditionnelle. Et puis ensuite, il y aura un modèle qui va s'appeler A6. Là, on va entrer déjà dans le multimédia, le divertissement, sur des machines un peu plus puissantes. Et la dernière gamme s'appellera A8. Là, on sera vraiment à la gamme la plus performante pour des gens qui utilisent à la fois beaucoup la vidéo, la photo, qui regardent des films, etc. Donc, il y aura 3 variantes de ce nouveau processeur. Non, mais il faut reconnaître, le gros avantage que cela va apporter aux consommateurs, c'est qu'il va avoir un plus large choix entre des machines avec des processeurs Intel et AMD. Voilà, et on sait que traditionnellement, AMD également, c'est quand même un argument important et moins cher que les processeurs Intel au final. Voilà, pour les consommateurs. Donc ça, et aussi c'est un argument prix aussi qu'ils vont mettre en avant. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Ils font aussi de gros efforts sur le plan commercial et tarifaire. Ça veut dire que le petit Pousset, Florent, a réussi encore à faire des coups? Oui, complètement. Ouais, c'est bien ça. Complètement. C'est rassurant. Oui, complètement. Non, mais je pense que, juste pour commenter cette actu, je pense que c'est la première grosse réalisation depuis la fusion ATI-AMD. Parce qu'on l'a pas beaucoup dit, mais AMD a racheté ATI il y a maintenant un peu de temps. Et là, on a vraiment une solution complète qui intègre les deux éléments et qui va vraiment proposer un produit bien fini et réalisé de A jusqu'à Z, et c'est pas juste un autre composant qu'on va rajouter à côté. Absolument. C'est l'argument phare qu'ils ont mis en avant d'ailleurs AMD, c'est vrai. C'est tout le savoir-faire de la technologie que possède ATI et qu'ils ont intégré effectivement dans les processeurs AMD. Vous pourrez le découvrir, et j'ai réalisé une interview justement sur place avec une directrice du marketing Europe d'AMD, et elle l'explique très bien dans l'entretien qu'on a eu ensemble là-bas.
Cette technologie, vraiment, il n'y a que AMD, c'est très unique. C'est l'avantage qu'on a en fait quand on a acquis ATI il y a quelques années. Là, en fait, on voit les fruits de cette acquisition. Et c'est vraiment, on est les seuls dans l'industrie qui permettent d'avoir cette technologie intégrée. Clairement, étant donné qu'on a la technologie graphique avec le microprocesseur et ça permet d'avoir ces effets HD, etc. Clairement, Vision, c'est vraiment le côté visuel pour nous. Également, dans un sens, c'est notre propre vision en tant qu'entreprise. Quand on a acquis ATI et qu'on a développé cette APU, c'est en fait la vision de nos ingénieurs et de nous comme entreprise. Mais je dirais que pour nos clients, les consommateurs, c'est vraiment ce côté visuel qui devient de plus en plus important pour nous, qu'on voulait vraiment mettre en valeur quand on a lancé Vision. Voilà, ligne de chez AMD. Merci Philippe pour cette belle histoire que tu nous as rapportée de Berlin, où on sera au mois de septembre pour l'IFA, donc ce grand salon de la high-tech. Pierrick. Benjamin. Alors, retour vous êtes deux grands voyageurs. Ouais, moi, je suis allé un petit peu plus loin. Los Angeles, c'est 12 heures d'avion, mais ça valait le coup effectivement pour atterrir au plus grand salon du jeu vidéo, le 3, qui cette année, il faut le dire quand même, a été un sacré grand cru. Ouais. Il y a eu énormément de choses, beaucoup de jeux, beaucoup d'annonces produits. C'est vrai qu'on n'attendait pas forcément. Alors on savait qu'il allait y avoir quelque chose. On savait que la Wii 2 arrivait. On savait forcément qu'on verrait ce qu'on appelait à l'époque la NGP, la nouvelle PSP. On ne connaissait pas encore le nom, ni le prix, ni la date, détails, mais enfin quelques détails. Et les jeux qui vont aller dessus. Donc on avait quand même quelques certitudes, mais on a vu des belles machines, on a vu pas mal de beaux jeux aussi, faut le dire, au cours notamment des 3 grosses conférences des constructeurs, Nintendo, Sony et Microsoft. J'ai assisté aussi à celle d'Ubisoft. Tout ça, vous pouvez voir les comptes rendus sur technologique.fr, plutôt qu'un long discours, allez lire et puis allez voir. Il y a pas mal de vidéos que j'ai tournées à cette occasion, des vidéos y compris sur un certain nombre de jeux. Tous vous en parler de tout ce que j'ai vu parce que ça sera vraiment très très long, mais il y a vraiment des jeux très sympas qui vont arriver dans les prochains mois. Un accessible pour Far Cry 3 chez Ubisoft qui m'a complètement scotché sur mon siège. Ça a l'air assez violent, ça a l'air très violent, pas forcément dans au sens où ça tire de tous les côtés, mais dans l'histoire que ça raconte. C'est là où on voit que le jeu vidéo arrive vraiment à maturité. Et des belles histoires, il va y en avoir. Le Tomb Raider a l'air à tomber, franchement. Le nouveau Hitman s'annonce très bien aussi. Bref, il y a pas mal de choses chez tous les éditeurs. Avant de faire le point, Benjamin, on va revenir un petit peu quand même sur la grande annonce. Ah bah oui, là. La Wii U. Voilà, la Wii U. Alors, qu'est-ce que c'est que la Wii U? On s'attendait à Wii 2, pourquoi Wii U? Oui, Wii U comme nous, après Wii nous, Wii U toi. Enfin, en gros, espèce de mélange, c'est pour dire jouons ensemble, tous ensemble. Et surtout, c'est une façon de ramener le gamer vers Nintendo. Il s'était un petit peu éloigné avec, c'est vrai, la Wii, où c'est vrai, on avait essayé de toucher les joueurs occasionnels. Et moi, ce que j'ai trouvé étonnant avec cette Wii U, pour l'instant, on n'a vu que le contrôleur, c'est-à-dire la manette. On voit un petit peu sur certaines images à quoi ressemblera la console, mais on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. On sait que ça sera de la haute définition. On sait aussi que... Ça veut dire Blu-ray je pense pas qu'ils mettent un Blu-ray dedans, mais ça sera de l'HD, oui. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on sait sur le contrôleur, au moins, qu'est-ce qu'on sait? Le contrôleur, là, que vous pouvez voir sur ces images, où j'ai pu essayer de voir un peu ce que pourrait donner un jeu Zelda avec, sur la Wii U, avec ce contrôleur. Des images absolument magnifiques, un graphisme à tomber. Là, on voit qu'on est vraiment sur de la haute définition. Mais à quoi sert l'écran Alors l'écran, à quoi il va servir? Ça va être la grande question. À quoi va pouvoir servir cet écran? Il pourra servir un peu comme en écran déporté pour jouer à plusieurs. Par exemple, on a pu faire un certain nombre d'essais où on voyait moi j'étais Mario, j'avais le contrôleur dans les mains et les autres avaient les Wiimotes et ils devaient essayer de me retrouver dans un labyrinthe, mais j'étais le seul à savoir où ils étaient et eux ils devaient me voir.
Donc c'est des trucs un petit peu rigolos. On va pouvoir imaginer plein de choses, parce qu'aujourd'hui on en est à l'état d'imaginer comment se servir. Ça pourra faire le deuxième écran comme on a ce deuxième écran sur une DS par exemple. Puis surtout, un petit truc sympa aussi, c'est que vous êtes en train de regarder la télé. Vous voulez regarder la télé, plutôt votre gamin est sur cette satanée Wii, et là va falloir qu'il arrête les jeux vidéo, il y en a marre. Et lui il sauvegarde et il peut continuer son jeu sur sa tablette, parce que ça ressemble beaucoup à une tablette finalement. Mais il ne pourra pas continuer son jeu dans le métro, il faudra qu'il continue, qu'il reste près de la télévision et de la Wii. Pour parler de tout ça, j'ai revu Philippe Lavoué, qu'on connaît bien ici à Technologique, qui est le directeur général de Nintendo France. Il nous explique en quoi ça va changer finalement la façon dont on joue dans son salon. La Wii, en 2006, lors de sa sortie, avait considérablement modifié la façon de jouer, en élargissant la cible des joueurs, en permettant à beaucoup plus d'utilisateurs de rejoindre la communauté des joueurs de jeux vidéo. Notre pari avec la Wii U, c'est d'aller encore plus loin, de continuer à élargir le nombre de joueurs, tout en délivrant des expériences de jeu très spécifiques à chacun des joueurs. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Il y a d'abord, on n'a pas vu la console encore, vous ne l'avez pas présentée ce matin à la conférence, mais ce qu'on a vu, c'est donc le nouveau contrôleur, la nouvelle manette avec donc cet écran tactile. Alors oui, effectivement, cette nouvelle manette avec son écran de 17 cm que vous avez eu en main tout à l'heure, qui offre des possibilités de jeu, et c'était l'objectif de cette journée de présentation, c'est de faire en sorte que l'ensemble des développeurs, l'ensemble de la communauté puissent se rendre compte des possibilités de jeu nouvelles qui sont proposées par la Wii U. Alors vous avez vu cet écran qui est une véritable lucarne sur le jeu, permet d'offrir des perspectives différentes sur le jeu, des interactions entre les joueurs qui sont extrêmement dynamiques. Ce qu'on a présenté à ce stade sont des concepts, mais qui donnent une petite idée de ce que vont être les jeux développés sur la Wii U. Et par ailleurs, dans le cadre de la conférence, les directeurs des plus grands studios, notamment le directeur d'Electronic Arts, est venu exprimer le potentiel et la confiance qu'il avait dans la console. C'était le cas de Yves Guillemot d'Ubisoft également, qui sont venus donner leur vision de la Wii U, de leur intérêt. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des équipes de développement sont aujourd'hui au travail pour faire en sorte d'optimiser et quelque part d'utiliser au mieux les possibilités que représente cette nouvelle proposition de jeu. Alors qu'on comprenne bien, pour utiliser la Wii U, pour utiliser ce contrôleur, il faudra acheter un nouvel équipement, autrement dit une nouvelle console. Alors, il s'agit bien d'une nouvelle console et d'une nouvelle manette, et vous avez raison de le préciser. On a tellement, nous, de plaisir chez Nintendo à utiliser la nouvelle manette qu'on a passé finalement assez peu de temps à expliquer dans le détail qu'il s'agit d'une nouvelle console, que cette console va succéder à la Wii, alors dans un horizon plus ou moins longtemps, en fonction du délai d'adoption des différents pays. La Wii va continuer à se vendre. La nouvelle console, la Wii U, est annoncée sur l'année 2012, sur notre année fiscale qui démarre le 1er avril, donc quelque part entre le 1er avril et le 31 décembre, c'est notre promesse. Alors quand on voit la machine, ce contrôleur, on se dit que il y a beaucoup plus de technologie que dans l'ancienne Wiimote, qu'il y en avait quand même dedans aussi. On se dit que ça risque de coûter quand même plus cher que ce qu'on pouvait avoir sur la Wii. Alors c'est de la haute définition et on pense que c'est le bon moment. Vous le savez, en France, 60% des télévisions maintenant sont équipées en haute définition. La TNT est passée par là et a accéléré ce mouvement. Chez Nintendo, il nous paraît toujours opportun de vraiment regarder le rythme d'adoption technologique des nouvelles plateformes et de faire en sorte de délivrer les expériences de jeu quand les utilisateurs sont aguerris, sont préparés, sont équipés. En ce qui concerne le prix de la proposition, aujourd'hui, on est très loin de pouvoir délivrer des informations précises à ce sujet. On en est encore au stade de concept.
Philippe Lavoué, le directeur général de Nintendo France. Alors Pierrick, apparemment dans la salle, les développeurs étaient comme des fous. Oui, autant les journalistes se posaient pas mal de questions, on pouvait voir chez certains, bon, en gros, oui, mais bon, quoi. Les développeurs, tout de suite, ils voyaient exactement le genre d'application de jeu qu'ils allaient pouvoir développer autour de ça, de tout ce qu'ils allaient pouvoir proposer. Et franchement, les retours chez Nintendo de la part de ces développeurs étaient excellents. Moi, j'en ai discuté avec des gens d'Ubisoft. Ils étaient vraiment, ils voyaient concrètement le genre de choses qu'ils allaient pouvoir proposer à l'avenir. Puis j'ai interviewé aussi Antoine Seu, qui est le directeur général de Capcom France. Et lui aussi, ça le titille quand même, cette Wii U. On l'écoute. C'est prometteur. De toute façon, un nouveau hardware, une nouvelle console et une nouvelle façon de jouer, c'est toujours quelque chose qui est un événement dans notre milieu. Et tout ce qui peut permettre effectivement d'apporter quelque chose de nouveau dans la façon de jouer, dans la façon d'appréhender le jeu vidéo est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Vous l'avez essayé? Je ne l'ai pas encore essayé. Hâte, j'imagine un peu, non? Ouais, tout à fait. Alors en face chez Sony, il y a la PS Vita qui va succéder donc à la PSP. Graphiquement parlant, on arrive très proche de la PS3 finalement, avec des jeux d'une qualité c'est très beau pour une console portable. Là aussi, vos premières impressions sur la PS Vita? C'est vrai que c'est très prometteur. La clé en fait du succès d'une console portable, c'est d'être vraiment une console portable, pas d'être le portage d'une console de salon, ce qui a l'air d'être le cas. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va faire évoluer, voire révolutionner le jeu, ce qu'on appelle le jeu NL, le jeu portable. Et c'est encore une fois, c'est une bonne chose. Encore une fois, tout ce qui peut faire progresser le marché et faire évoluer la façon de jouer est une bonne chose. Donc ça reste pour moi quelque chose de très bien. Voilà, Antoine Seu, est-ce qu'on sait un peu précisément quand elle va sortir, cette Wii U? Ça sortira en 2012, on n'a pas... on ne sait pas encore exactement. Il y a des chances que ça sorte comme l'an prochain, autour de mars. C'est une date qu'ils aiment bien chez Nintendo. On a pu entendre tout à l'heure Philippe Lavoué sur la question du prix, parce qu'il y a beaucoup de technologie, il y a de la HD. On aura du mal à avoir une console à 250 € comme on a pu voir. On sera, je pense, à des niveaux beaucoup plus élevés. En même temps, maintenant, la PS3 vaut nettement moins cher qu'à son lancement, donc il va falloir rester compétitif aussi. Oui, mais franchement, il y a beaucoup de choses dans cette Wii U, dans ce contrôleur qu'on a pu voir. Il n'y a pas de caméra, mais en tout cas, il y a vraiment ça coûtera beaucoup plus cher à faire que la manette classique, qu'une DualShock ou une Xbox. Quoi. Et il faudra acheter plusieurs contrôleurs ou un seul suffira? J'ai du mal à visualiser en fait comment on va s'en servir à la maison en famille. J'imagine qu'on pourra en acheter plusieurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les accessoires de sa Wii seront toujours compatibles. Si on a acheté le volant, si on a acheté 4 Wiimotes pour jouer en famille, on pourra les conserver et jouer aussi avec. Et ça marchera toujours sur... En revanche, il faudra vraiment acheter une nouvelle Wii. L'ancienne Wii, elle ne sera pas bonne, elle ne marchera pas avec son contrôleur. C'était pas très clair dans les explications qu'ont donné Nintendo lors du salon, mais je me suis fait confirmer tout ça juste après. Voilà, donc beaucoup d'attentes, beaucoup d'interrogations. On a tous envie de voir l'an prochain ce que ça donnera. On peut faire confiance vraiment à Nintendo pour nous sortir des jeux à couper le souffle, parce qu'ils savent faire. On a vu, ça m'a rappelé un peu le moment où la sortie de la Wii, on se disait ça a l'air bien le jeu avec cette reconnaissance de mouvement, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On a vu, et là je pense qu'on verra, et surtout Nintendo se rapproche un petit peu plus des gamers. Je voudrais qu'on reste, Benjamin, aussi avec Nintendo pour parler un petit peu de la 3DS, parce que Philippe l'avouait, on a fait un petit bilan aussi des jeux qui vont sortir. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées déjà sur la Nintendo 3DS, puis on fait un petit peu le point aussi sur les ventes qui sont pas tout à fait à la hauteur. En tout cas, c'est à la hauteur de Nintendo, mais pas forcément de ce qu'on pouvait espérer. À côté, c'est un petit peu de mal à décoller, même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi.
quelles sont les autres nouveautés qui vont sortir sur la 3DS? Bien évidemment, Super Mario a été annoncé, Mario Kart a été annoncé, Kid Icarus, Star Fox 64, la part belle aux multijoueurs sur l'ensemble de ces propositions. À date, on a 20 jeux développés. On a vendu environ 140 000 consoles en France cette semaine, Nintendo 3DS. C'est conforme à ce que vous attendiez? C'est conforme à nos objectifs. On s'attend à une accélération très forte sur la fin d'année, qui est une période classiquement très propice à Nintendo. Nintendo performe très bien sur cette période de l'année. Et en gros, on a bien travaillé à l'école, on a le droit à sa console pour les vacances. On a droit à sa console. On peut se projeter aussi pour avoir du temps pour jouer, c'est très important. Et puis on peut aussi se la faire offrir. C'est quelque chose qui nous réussit bien. Et on pense qu'avec ce calendrier, on est bien positionné sur la fin d'année. 140 000 consoles, les jeux, ça se vend bien aussi? Alors les jeux se vendent bien, j'ai pas le chiffre en tête. On attend avec impatience les performances de Zelda Ocarina of Time qui sort, vous savez, le 17, donc la semaine prochaine. Voilà, la 3DS qui aura peut-être une belle fin d'année avec Noël. Vu les jeux qui vont sortir, Zelda qui vient d'arriver. C'est ce qu'on me disait aussi chez Capcom. Vu les jeux qui doivent sortir dans les prochains mois, et avec du Mario Kart, avec des choses comme ça. Donc oui, ça va forcément décoller. Puis on attend de voir. On n'a pas encore les premiers résultats de Zelda Ocarina of Time, mais généralement un Zelda, ça fait vendre. Alors on va passer au deuxième gros morceau pour le matériel. Pierrick, c'est Sony. Oui, avec la PlayStation Vita, on va passer assez vite. Là aussi, je vous renvoie plutôt sur technologique.fr parce que malheureusement, mon rendez-vous avec Georges Fornet durant cette E3 a été annulé parce qu'il a choisi de quitter Sony PlayStation. C'était un peu une surprise pour on l'a appris tout le monde. On l'a appris juste avant. Moi, je devais le rencontrer sur place pour qu'il me parle notamment de la PlayStation Vita. Du coup, j'ai dû un petit peu me contenter d'un court passage sur le grand stand de Sony pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ça ressemble beaucoup à l'ancienne PSP. Il n'y a pas du MD à l'intérieur, mais graphiquement, là, on est vraiment sur Là, c'est la PS3 sur la PS3 portable, quoi. On a des jeux, quand on voit Uncharted, par exemple, qui nous a été montré lors de la conférence Sony, c'est vraiment très très beau. On a une très belle console, un parti pris complètement différent à ce qu'on peut voir avec la Nintendo 3DS, justement, ou à ce qu'on peut voir avec le Xperia Play, qui est aussi développé par Sony Ericsson, mais avec des jeux qui seront beaucoup moins chers. Là, on sera face à vraiment une PS3 portable avec des jeux d'une très très belle qualité. Les prix, je les ai plus en tête, mais vous pouvez voir ça aussi sur Technologique. On est à un niveau de prix qui reste assez correct, sachant que a priori cette PS Vita, elle sera un peu moins multifonction que pouvait être la première PSP. Voilà, un passage chez Sony, là aussi quelques bons jeux à venir, Uncharted notamment, Drake's Deception. Oui. Voilà, magnifique. On a eu une grande présentation là aussi durant la conférence de Sony, c'était très très chouette. Puis il y aura du God of War, il y aura du Modern Warfare, il y aura plein de belles choses aussi pour les fans de PS3. Absolument. Alors il reste la troisième grande marque. Voilà, alors justement, Microsoft du coup en retrait parce qu'il y a beaucoup d'actu en face. En retrait, pas tant que ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas de nouvelle machine. On espérait un petit peu la sortie d'une Microsoft 720. C'était un peu l'espèce de rumeur qui courait dans le salon juste avant l'ouverture et puis juste avant la conf Microsoft. Non, Microsoft, ils ont déjà sorti leur application très forte, c'est Kinect. Il y a de ça 1 an qui avait été présenté, qui est sorti en fin d'année, qui avait été présenté à l'E3 l'an dernier. Cette année, c'est toujours Kinect, toujours mis en avant, énormément de jeux, et puis surtout des jeux un peu moins... parce qu'on n'a pas vu sortir énormément de jeux Kinect. Il y a quelques jeux très très grand public, je ne sais pas si ça se vend très très bien. En tout cas, le système Kinect, lui, se vend très bien, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. C'est un succès phénoménal pour Microsoft. Et maintenant, Microsoft, il sait que c'est pas le tout de sortir...
un device, de sortir un appareil, il faut aussi vendre des jeux. Et on sait chez Microsoft que très souvent, la personne qui a une Xbox 360, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre plusieurs centaines d'euros parfois par mois pour s'acheter des jeux. Là, on va voir arriver énormément de bons jeux qui seront compatibles au Kinect et des jeux plutôt orientation vers les gamers. Entre Fable, entre Mass Effect, il y aura Halo 4. On n'a rien vu encore sur Halo 4 si ce n'est un court teaser là aussi, mais on va y avoir énormément de jeux qu'on va pouvoir aussi utilisé avec Kinect. Il y aura un Kinect Star Wars notamment qui a l'air assez rigolo, Kinect Disney Adventure que j'ai adoré, là destination plutôt des enfants familiales, mais il va y avoir pas mal de bons jeux. J'ai vu que Kinect, il y a un kit de développement pour PC qui vient de sortir. Oui, tout à fait. C'est pour permettre. Alors, quand je suis allé à Laval Virtual, il y a de ça quelques grosses semaines maintenant. C'est un salon de la 3D, de l'imagerie. Et c'était absolument hallucinant. Sur tous les stands, il y avait une Kinect. Et il n'était pas parfois relié à une Xbox, mais en gros, elle avait été un peu bidouillée par des mecs qui voulaient s'en servir, non pas pour faire du jeu vidéo, mais pour faire des applications pour le médical, pour du serious game. Microsoft Mais elle était branchée à quoi cette Kinect? Elle était branchée en général à une Xbox, mais elle pouvait être aussi branchée à un PC, justement. Donc, plutôt que de laisser faire un peu n'importe quoi, Microsoft a visiblement une idée de permettre aux développeurs de pouvoir travailler simplement en leur fournissant un kit, de façon à gagner du temps, à favoriser des applications. Ce sera des applications non commerciales. Donc voilà, c'est de permettre un peu à tous les bidouilleurs de faire part de leur imagination, de pouvoir faire plein de choses avec. C'est vrai que le Kinect, et grâce aussi à la puissance installée d'un PC, on va pouvoir peut-être voir un certain nombre de choses très intéressantes à l'avenir. Voilà. Mais c'est pas dans une logique là de faire de l'argent, quoi. Merci Pierrick pour ce rayon de soleil. À l'année prochaine à l'E3. Je ne sais pas s'il faisait beau à Los Angeles, mais au mois de juin, c'est plutôt sympa en général. Ça allait. Florent, le jeu, l'univers du jeu, est-ce que c'est un intérêt personnel ou professionnel ou aucun des deux? Alors les deux, effectivement. Alors je suis très heureux effectivement d'avoir un concurrent de World of Warcraft, puisque effectivement, je m'en suis lassé. Oula, oui. Au bout de quelques nuits, enfin un peu trop de nuits blanches. C'est ça. Combien de divorces? Non, toujours pas. Je ne suis pas divorcé. Mais effectivement, tant mieux, c'est très bien. Plus sérieusement, pour nous, le jeu est une longue histoire maintenant. Toujours pareil avec les Cosmions, on avait lancé une série spéciale qu'on a continué. Il y avait le X300, le X500, toujours avec des designs un peu futuristes, très, on va dire, segmentants par son coloris, son design. On continue. Cet été, effectivement, on va sortir un nouveau Cosmio qui s'appellera le X770. Alors ça, c'est une avant-première, puisque son annonce sera effective d'ici quelques jours, vers le 5 juillet, quelque chose comme ça. Très bien. On prend. Alors, vous prenez. Alors, dis-nous tout sur ce donc, le Cosmio X770 sera effectivement dans la digne lignée de nos portables destinés pour les gamers. Donc en termes de technologie, on y retrouvera tout le meilleur de ce qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Ça va être le haut de gamme? Oui, ça va être vraiment le haut de gamme. À la fois sur le traitement de l'écran, sur le design, on aura un rétroéclairage rouge, puisqu'on conservera quand même un petit peu cet esprit rouge, même si on sera un petit peu plus classique. Philippe est passé lors du MEDPI à Monaco prendre quelques images de ce produit. On s'est un peu assagi dans le design pour plaire un petit peu plus au plus grand nombre, mais en revanche en termes de technologie on est toujours dans l'extrême, carte graphique très haut de gamme, disque dur très haute vitesse. Et effectivement, un ensemble son Harman Kardon dans lequel on retrouve un subwoofer pour justement pouvoir... Et ça, c'est un des points forts d'ailleurs des PC de joueurs chez Toshiba. Oui, effectivement. Il y a à la fois le traitement de l'image, le traitement graphique, mais aussi l'aspect son qui est fondamental, puisque les éditeurs de logiciels, enfin de jeux, très souvent nous concoctent des bandes son assez excellentes.
Et d'ailleurs, justement, je reviens un peu sur l'E3. Un des grands moments pour moi de l'E3, un des grands moments pour moi de l'E3, ça a été la conférence de presse Nintendo qui a ouvert avec un orchestre symphonique qui a joué le thème de Zelda pour les 25 ans de Zelda parce que c'était l'anniversaire. Avec un chœur qui chantait, c'était absolument magnifique. Là aussi, je vous renvoie sur technologique.fr, j'en dis pas plus, mais c'était un bon moment d'émotion dans la salle. Alors, et souvenez-vous, juste pour ça, souvenez-vous de la musique de Zelda il y a quelques années, qui était en 16 bits ou en 8 bits même. En 8 bits, un grand pas a été fait depuis. Alors donc c'est haut de gamme portable. Ça me fait penser à ce portable 3D qu'on avait découvert à l'IFA ou au CES, je ne sais plus. Au CES. Avec vous au CES. Oui, effectivement au CES. Alors la 3D dans un portable informatique, qu'est-ce qu'il devient ce portable? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il va sortir? Alors effectivement là aussi c'est une avant-première. Au CES on avait fait... Sans lunettes, hein, je précise. Sans lunettes, effectivement, 3D sans lunettes. Au CES on avait démontré un peu notre savoir-faire en termes de technologie à la fois sur les portables et sur les télés, pardon. On se souvient, ça fait pas de mal la de vagues, 3D, de 3D sans lunettes. On a fait un peu le buzz sur le CES, il faut le dire. Vous avez mis un sacré buzz même, pour être clair. Ça fait 2 ou 3 années. C'est bien, ça fait parler de nous. Donc 3D sans lunettes, c'était vraiment pour l'instant, enfin à l'époque, un showcase technologie. La taille de l'écran, enfin l'épaisseur de l'écran était monstrueuse parce qu'il y avait beaucoup de traitements derrière. Et on est passé en phase de production et de commercialisation puisqu'on va lancer aussi le produit d'ici quelques jours, 3D, sans lunettes. Et j'insiste bien, sans lunettes, sans rien du tout. On enlève ses lunettes et c'est fini, on a de la 3D. Il s'appelle comment ce portable? Il s'appelle aussi Cosmio. Il s'appelle Cosmio F750-3D pour le coup. Et on le retrouvera dans toutes les bonnes crèmeries, je pense, début août. Alors à pour quel la prix? rentrée. Alors le prix sera de 14 499 €. D'accord. Et on n'a pas donné le prix du 770. Ah oui, alors pardon. Les Cosmio... Bon, on passe un peu du coq à l'âne, voilà, mais j'y pense, on n'a pas précisé le prix. Alors super haut de gamme. Les Cosmio pour gamers, on va avoir 3 versions différentes, plus ou moins boostées, on va dire. La version, même si entrée de gamme, si on peut le dire, sera à 1299 €. Et la version très très haut de gamme, là pour le coup, sera à 1699 €. Là, ça va passer en note de frais, ça, Benjamin. Aucun problème. Sans problème, je pense. Pour toi, oui. Tu viendras me voir. Voilà, on en parlera après. Donc deux modèles qui vont être les hauts de gamme, les étendards, mais technologiques, on va dire. Ça va pas être le portable des étudiants ou des gens qui travaillent. Non, effectivement. Alors en revanche, pour la partie 3D sans lunettes, il nous est apparu de nouveaux univers, de nouveaux marchés qu'on n'avait pas imaginés jusqu'alors, et surtout dans l'univers professionnel. Puisque la 3D la 3D c'est très bien pour pouvoir démontrer des nouveaux produits, de l'architecture par exemple, tout ce que l'on crée par ordinateur. Et là, lorsqu'on est en clientèle, immédiatement on peut montrer son épreuve 3D. Mais pour les architectes, les médecins, il y a des domaines d'application qui sont en train de se montrer et qui sont très intéressés par ce produit-là depuis qu'on en parle. Il n'y a pas besoin de sortir 5 lunettes en même temps de la sacoche. Exactement, et puis qui ne sont pas forcément toutes synchronisées. Enfin, c'est parfois pénible, ou d'autres pas rechargées. Est-ce que l'écran est toujours aussi épais, vous le disiez? Non, plus du tout. Alors plus du tout. On est à la taille d'écran, vous verrez sur la vidéo de Philippe, totalement standard. Un poids pareil, totalement standard. Des technologies certes haut de gamme, mais on est dans ce qu'on appelle form factor classique d'un ordinateur portable. Et on lit des Blu-ray 3D? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut lire des Blu-ray 3D, faire de la conversion 2D 3D, jouer sur des jeux. Mais ça marche vraiment ça ou c'est... Si. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur la conversion 2D 3D. C'est forcément moins bon que la 3D native. C'est pas de la 3D native, bien entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur a un catalogue de un certain nombre d'images. Il va identifier ces images sur lesquelles on a déjà créé une posture 3D de premier écran, deuxième et troisième, et en fait il va associer cette image avec ce qu'il a en fond. Donc voilà, bon effectivement ça n'a rien à voir par rapport au traitement 3D natif, c'est clair. En revanche, ces vieux DVD 2D classiques, on peut les jouer en 3D, c'est rigolo. Plutôt pas mal. Plutôt rigolo. Aussi, la 3D sur les jeux arrivera avec les jeux 3D qui font. On peut pas faire de 2D 3D sur les jeux, pour le coup. Mais beaucoup de jeux ont été créés en 3D et donc passent naturellement de l'un à l'autre. Oui, maintenant ça va arriver sur le marché, donc effectivement. Donc on aura tout ça.
Très bien. Et alors, si on descend en gamme, sur du très grand public, on va dire, je vois un netbook derrière. Hein. C'est un netbook, là? Alors, effectivement, on a un netbook. Alors, pareil, sur l'aspect netbook, on a travaillé sur un point qui était une remontée très forte de nos clients, c'est le son. Le son. Le son des netbooks, en général, n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on fait à 80% en termes d'utilisation sur un netbook? On écoute de la musique. Et donc dans ce netbook, on a intégré notre système son Harman Kardon qu'on a l'habitude d'utiliser sur les versions Cosmio haut de gamme, qu'on intègre sur du netbook pour faire un son excellent. Plus globalement, votre position sur les portables, vous avez été un petit peu malmené, je crois, ces derniers trimestres par la concurrence. Alors, les Taïwanais sont assez imaginatifs, assez agressifs en termes commerciaux. La stratégie de Toshiba pour rester dans le peloton de tête et pour retrouver la place de numéro 1 peut-être? Alors, on est toujours dans notre fameux peloton, dans des 5 constructeurs au niveau portable. On a été malmené, mais on a aussi eu beaucoup de succès, surtout en fin d'année. En Q1, ça se passe aussi pas trop mal. Alors Q1, c'est le premier trimestre. Excusez-moi, le premier trimestre, je vais y arriver. Le premier trimestre 2010, c'est pas trop mal passé. Le deuxième trimestre aussi. Le troisième avec nos nouveaux produits Cosmio, 3D sans lunettes, gaming et les tablettes, on va vraiment arriver avec des innovations qui vont faire beaucoup parler de nous sur cette fin d'année. Tant mieux, on sait ce qu'on vous souhaite. Florent, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Puteaux. Je voudrais quand même qu'on dise un mot des télés, et notamment de ces télé 3D sans lunettes que vous nous avez promis. Alors, on vous l'a promis pour le dernier trimestre de l'exercice fiscal. Donc, voilà. Qui se termine le premier trimestre 2012. Voilà. Avant la fin avant le 31 mars 2012. Exactement, tout à fait. Et c'est promis. 3D sans lunettes à un tarif grand public. Non défini pour l'instant. Mais ouais, c'est ce que vous aviez laissé entendre, abordable. Pas 10 000 euros. Voilà. Pas 15 000, si pas possible. 20 000. Bon, vous en savez un peu plus ou pas? Non, pas pour l'instant. On reviendra de toute façon en parler. C'est un secret d'État ou pas? C'est un vrai secret d'État, oui. C'est une révolution, la 3D sans lunettes. Déjà, on arrive sur les PC. Souvenez-vous, lors du CES, on a créé beaucoup d'émoi chez nos petits copains, chez nos petits concurrents. Donc maintenant, il faut y aller. Vous savez qu'ils pensent tous que vous bluffez. On verra. Déjà, on ne bluffe plus puisque le PC 3D est disponible. Mais bon, sur un petit écran, c'est peut-être plus facile. Bon, faites-nous confiance. Bon. On en saura un peu plus au tout début de l'année prochaine. Merci beaucoup Florent Lafarge de nous avoir reçus ici. Messieurs, eh bien, on se dit bonnes vacances. Bonnes vacances, oui, on se retrouve à la rentrée pour le Gentech notamment. À Berlin, mais tout l'été sur dès le 31 août, on sera à Berlin. Boutique. Absolument, et on vous rappelle le Tab 7, qui a eu quelques ponts, mais qui est de retour, et puis on vous prépare quelques nouveautés sur technologique.fr pour la rentrée. On vous en reparlera en temps voulu. Salut à tous, merci à Hans qui est derrière cette caméra-ci. Merci à David qui est à côté de Hans, et on vous dit à très bientôt. Salut.